Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour à tous. Je suis heureux, au nom du CIAN, de vous accueillir dans cette table ronde sur la formation professionnelle et l'implication des entreprises en Afrique. Nous avons un beau panel pour vous expliquer les tenants et les aboutissants et les enjeux que recouvre cette thématique. Cette thématique est très importante. On sait que à peu près 20 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail tous les ans en Afrique. Il y a donc un vrai sujet de création de travail, de job creations, et il faut trouver du travail pour tous ces jeunes. Autrement, c'est un problème social, politique et de niveau de vie et de lutte contre la pauvreté qui va se poser. Notre expérience nous a montré jusqu'à présent que le secteur clé de la formation professionnelle se situe au niveau de Bac-3, Bac+3. C'est donc environ des jeunes de 15 à 20-22 ans qui sont essentiellement concernés. C'est là où il y a le plus de besoins d'emploi et c'est là aussi où il y a le plus de jobs disponibles, puisque il n'y a pas des centaines de milliers et des millions de jobs supérieurs. C'est dans ce secteur d'ingénieurs intermédiaires, de techniciens, d'ouvriers spécialisés qu'il y a le maximum d'emplois possibles. Et puis, notre expérience nous a aussi montré, mais ça tout le monde, je crois, maintenant en est conscient, ça ne fait plus débat, que l'emploi, on le trouve dans les entreprises. Ça ne peut pas être des décisions politiques et administratives qui vont créer des jobs. Ce qui va créer des jobs, c'est la marche des affaires et le contact avec les entreprises et avec les instituts de formation. Nous allons donc débattre de tout cela avec, comme je vous l'ai dit, un très beau panel, et je vous propose, sans tarder, de passer la parole pour commencer au ministre de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire, M. Kofi N'Guessan, s'il est avec nous, si la technique veut bien marcher. Donc on va vérifier ça, vous nous pardonnerez les difficultés de la technique. Nous sommes tous répartis un peu partout dans le monde. Il y a des participants en Afrique, en France, en Belgique. Et donc, je m'assure simplement que la connexion avec le ministère de la formation technique et de l'enseignement technique et la formation professionnelle en Côte d'Ivoire est en ordre, et il me semble qu'elle ne l'est pas. Donc, je vous propose sans tarder de passer la parole à Monsieur Denis Deschamps, qui est le délégué et le responsable de la conférence permanente des chambres de commerce, des chambres consulaires, africaines et francophones, CPCCAF, qui est très impliqué dans la question de la formation professionnelle. Et je voudrais, cher Denis, que tu nous donnes ta vision sur la nécessité du dialogue et de la coopération entre les instituts de formation et les entreprises. Je te relancerai peut-être sur un ou deux sujets, mais il me semble, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'était un point clé et que tu as beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Je te cède la parole, mon cher Denis. Merci beaucoup, Étienne. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je te rassure, bref, parce que je sais que le temps nous est compté. Ce que je voulais dire, c'est que pour travailler avec l'Afrique, pour travailler en Afrique, il faut bien connaître le contexte, l'environnement économique, politique, sécuritaire, réglementaire qu'il y a en Afrique. Par rapport à cela, le réseau que je représente, c'est-à-dire le réseau des chambres consulaires, c'est-à-dire les chambres de commerce, les chambres de métiers, les chambres d'artisanat, les chambres d'agriculture qui sont en Afrique et qui travaillent aussi avec l'Afrique, ont bénéficié d'un double avantage. D'abord, elles sont situées au cœur de leur écosystème, à mi-chemin du public, des administrations, des pouvoirs politiques, et du privé, des entreprises qu'elles accompagnent. Aussi, elles mettent en œuvre des études et enquêtes avec le soutien de la CPCCAF que je représente et d'autres organismes comme le Centre de commerce international, et mettent pour cela en place des observatoires économiques. En effet, les chambres consulaires que j'anime il leur appartient d'être particulièrement vigilantes par rapport aux métiers en tension, afin de pouvoir assurer le développement d'économies privées moyennant l'employabilité des jeunes, grâce à des écoles, grâce à des formations qu'elles délivrent, en lien avec les instituts de formation, en lien avec les entreprises. Mais c'est là, et je sais que Paolo qui va me suivre va développer tout ça, c'est toute la démarche Archipelago, du programme européen Archipelago, qui est fondé sur ce dialogue entre des organismes de formation, des entreprises, des organisations représentatives telles que les chambres ou les patronats, et qui permet d'assurer des métiers correspondant le plus exactement aux besoins du secteur privé. Il est en effet très important de considérer le secteur privé
comme un vecteur essentiel du développement économique africain et donc de lui confier les clés de la formation professionnelle. Voilà ce que j'avais à dire brièvement je te rends la parole, Étienne. Merci, je te remercie de ta brièveté. Je crois effectivement que, si vous me permettez de donner ma petite interprétation de ce qu'a dit Denis, il y a deux choses importantes. C'est le dialogue entre les entreprises et les instituts de formation. Trop souvent, ce dialogue a été absent. Je pense que Marie-France Levandière pourra nous donner quelques illustrations de cela. Mais les entreprises vivent leur vie, quelquefois même organisent elles-mêmes tout le circuit de formation, et les instituts de formation délivrent une formation certes technique, mais souvent sur des technologies un petit peu anciennes, et surtout déconnectées des besoins de l'emploi. On forme trop de personnes qui vont arriver dans des secteurs où il n'y a pas de job, et on n'en forme pas assez, et d'une manière pas assez moderne, sur les secteurs où il y a des jobs. Et donc la seule réponse à cette situation de fait, c'est le dialogue. Et notre travail à nous tous, me semble-t-il, et le CIAN et les entreprises françaises et l'Union européenne et les autorités africaines sont très concernés par ça, notre travail, c'est d'organiser ce dialogue. Après, c'est aux gens et aux acteurs de le faire eux-mêmes. C'est pas nous qui allons décider combien il faut de maçons, de plombiers ou de soudeurs dans telle ville. Mais nous, notre travail, c'est de rendre ce dialogue possible. Et tu as raison de souligner les métiers en tension, c'est très important. Et donc, ça passe aussi, mais on va en reparler, par un premier travail d'inventaire de la situation. Où se situent les métiers en tension? Si on ne le sait pas, on ne peut pas développer ce dialogue. Voilà. J'arrête là et je passe. D'abord, je vérifie si Monsieur le ministre ne nous a pas rejoint entre-temps. Monsieur le ministre de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. Ah, voilà. Je vois quelqu'un qui arrive. Bonjour, bonjour madame. Est-ce que Monsieur le ministre va nous rejoindre ou c'est vous-même qui vous exprimez? Tout à l'heure, là, il est en audience à côté, mais le directeur de cabinet est en train d'arriver. Moi, je suis le conseiller technique chargé des partenariats. D'accord, très bien. Alors, on va attendre qu'ils arrivent et on va enchaîner sans plus tarder avec Marie-France Durandière, qui est la directrice du programme RH Excellence Afrique, qui est un programme développé par le CIAN dans l'Ouest africain et essentiellement en Côte d'Ivoire, et qui est aussi un programme qui développe une action qui s'appelle Archipelago, qui a été lancée par l'Union européenne et qui consiste à former 450 jeunes sur le marché du travail en formation duale et accélérée pendant 2 ans. Donc Marie-France est une femme de terrain qui est au contact avec tous les acteurs et je voudrais te demander, Marie-France, avec l'expérience que tu connais depuis plusieurs années pour le RH Excellence Afrique, est-ce que tu penses que la notion d'amélioration de la qualité des enseignements délivrés par les entreprises et par les instituts de formation est quelque chose d'absolument essentiel et que ce que nous appelons, nous, au fond, atteindre le niveau d'excellence par les entreprises? Comment peut-on s'y prendre et comment peut-on partager cette notion avec les acteurs? Merci beaucoup, Étienne. Merci à tous. Bonsoir. Merci Étienne pour cette question parce que l'excellence est au cœur de nos préoccupations tous les jours et avec vous. Alors, comment on met ce mot excellence dans nos activités? Je dois dire que pour RH Excellence Afrique, sur le terrain depuis 4 ans, l'excellence, c'est vraiment l'adéquation de l'offre de formation avec les compétences attendues par les entreprises. C'est en cela que l'on définit l'excellence parce que c'est cette adéquation qui va améliorer l'employabilité des jeunes et parfaire l'insertion professionnelle réussie pour toutes les parties prenantes. Alors, l'excellence, employabilité, insertion, certes, ce sont des mots. Nous avons décidé de passer ces mots à l'acte à travers un processus qualité qui va aider, j'ai envie de dire, à travailler sur les fondations de l'offre de formation. Voilà, on a décidé d'impacter ces trois mots qui sont l'adéquation emploi-formation, employabilité, insertion professionnelle. RH Excellence Afrique a décidé de travailler sur ces problématiques à travers un processus qualité pour changer fondamentalement les fondations de l'offre de formation dans notre écosystème. On va aider
justement, à travers ce processus qualité, à rediriger et à réorienter l'écosystème de la formation vers les entreprises de manière à avoir un écosystème de formation qui répond aux attentes des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a un écosystème de formation qui n'est pas orienté, qui ne travaille pas avec et pour les entreprises. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner l'écosystème et les entreprises à travailler ensemble. Et c'est cette activité, c'est cette expertise que nous avons mis au profit du projet Archipelago, puisque nous avons construit avec l'écosystème de formation, les écoles, des programmes en connexion avec le besoin de l'entreprise. Et nous avons proposé non seulement un accompagnement sur la formation, et pas que. On a proposé cette mise en relation directe, puisque les formations sont des formations duales et qu'au bout de la formation, celles-ci sont accompagnées d'une formation, d'une mise en stage pour 100% des apprenants. Nous considérons, pour terminer sur ce point, on ne peut pas travailler sur la formation professionnelle, c'est-à-dire on ne peut pas œuvrer dans la formation professionnelle, passer du temps, lui donner de l'énergie. On ne peut pas financer la formation professionnelle concrètement, investir des fonds. Et enfin, on ne peut pas s'appuyer sur la formation professionnelle parce que les entreprises ont besoin de sourcer des jeunes recrues. On ne peut pas faire tout ça sans travailler avant tout sur la qualité de l'offre de formation, sur la qualité des établissements. Il faut que les formations soient saines pour que tout le monde puisse venir s'appuyer sur la formation professionnelle. En gros, j'aimerais résumer tout ceci en disant on ne peut pas semer sur une terre aride. Cette terre, si elle est aride, elle ne donnera jamais du bon grain. Donc, nous travaillons sur l'excellence et sur le bon fonctionnement de l'écosystème, avoir un bon écosystème de la formation professionnelle pour que tout le monde puisse en tirer des bons fruits. Voilà. Merci Marie-France et merci pour ta parabole quasi évangélique. Je crois que tu as souligné un point au fond très important, c'est que ça passe d'abord, au fond, les deux problèmes que nous avons à résoudre, Marie-France, sur la question de la formation professionnelle en Afrique, nous, praticiens, on le rend compte, c'est la qualité et l'adéquation de la formation délivrée, d'une part, et d'autre part, le dialogue avec les entreprises. Et je voulais souligner et compléter ton propos sur le fait que nous essayons d'amener les entreprises à un niveau d'excellence par le fait que ce processus que nous avons développé dans RH Excellence Afrique, nous le faisons avec les entreprises. Ce ne sont pas des professeurs, ce ne sont pas des techniciens ou des fonctionnaires qui décident d'amener ou qui aident les instituts de formation à atteindre un niveau d'excellence, mais ce sont les entreprises qui vont pouvoir dire aux instituts de formation, écoutez, voilà, vous, votre formation, elle est bonne, mais elle n'est pas assez tournée vers l'emploi, ou vous utilisez une méthode de formation qui est déconnectée à la réalité, vous avez des machines trop anciennes, ou au contraire, votre méthodologie est caduque, et par conséquent, c'est une atteinte de l'excellence dans l'absolu pédagogique, d'une part, mais aussi dans la relation avec les entreprises. Je crois que c'est ça qui est très important. Donc, merci beaucoup de ce témoignage. Je vais, avant de passer la parole à Monsieur le ministre, je ne sais pas si je vois pas bien là si vous êtes au complet, je vais passer la parole à Paolo Baldan, qui est le directeur du programme Archipelago, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un programme concernant les questions de formation professionnelle et qui est financé par l'Union européenne. Donc Paolo non seulement représente l'Union européenne dans cette table ronde, mais en plus gère une trentaine de programmes, puisque Archipelago gère à peu près 30 applications sur le terrain, dont une gérée par RH Excellence Afrique, mais il y en a 29 autres. Donc c'est quelque chose de très important. Et je signale aussi, je veux le faire parce que dans la relation entre l'Union européenne et l'Union africaine, c'est important, c'est pour une des premières fois un programme qui est financé par l'Union européenne, mais dont la gestion a été déléguée au secteur privé.
Et je trouve que c'est important que dans la délégation de la gestion opérationnelle, le secteur privé joue un rôle plus important. Nous plaidons beaucoup, Océane, pour que le secteur privé soit davantage impliqué dans les questions d'aide au développement financées par l'Union européenne. Donc, Paolo, je te cède la parole et je voudrais surtout t'interroger sur un point complémentaire de ce qu'on a dit, qui est celui des formations duales. C'est un sujet que nous évoquons beaucoup. Alors moi, je partage tout à fait avec les auditeurs un point, c'est qu'il y a encore 3 ans, je ne savais pas ce que c'était qu'une formation duale. C'est un petit peu un jargon, mais au fond, si j'ai bien compris, c'est une formation alternée, théorique et en entreprise par des stages, des présences en entreprise pendant quelques semaines, alternées ou pas alternées d'ailleurs, mais en tout cas, c'est la meilleure manière de trouver un job pour les jeunes qui ont été en formation et de coller aux besoins de l'économie. Paolo, je te cède la parole, si tu veux bien. Voilà, merci Étienne pour me donner la parole et pour m'avoir invité à cet atelier. Comme tu l'as bien souligné, c'est un des rares programmes de développement économique financés par l'Union européenne qui met l'accent sur l'employabilité des jeunes en augmentant leurs compétences professionnelles et en améliorant leurs conditions d'accès à l'emploi en Afrique de l'Ouest et centrale. Mais la spécificité, c'est qu'il est mis en œuvre, comme tu dis, par le secteur privé, dans ce cas-ci, par 3 structures faîtières du secteur privé. Il est coordonné par une organisation allemande qui s'appelle SEQUA, c'est l'agence de développement du secteur privé allemand, avec Eurochambre, l'association des chambres européennes de commerce et d'industrie, et CPCCAF, qui est représenté par le délégué général Denis Deschamps, qui est la confédération permanente des chambres consulaires africaine et francophone. Donc, tu l'as bien dit, Archipelago repose sur la mise en œuvre de projets, d'une vingtaine de projets de partenariat entre des structures représentatives des entreprises, donc les patronats, les chambres, les fédérations d'entreprises et des établissements de formation professionnelle et technique d'Afrique et d'Europe. On parle bien de partenariat, certains disent compagnonnage ou jumelage. Et ces projets visent à développer une offre de formation adaptée au marché du travail et axée, comme on l'a dit, sur les besoins du secteur privé et des entreprises pour assurer l'employabilité des jeunes. Alors, sur la question que tu m'as posée, les projets mis en œuvre développent des modules de formation duale, réalisés donc en alternance dans un centre de formation et en entreprise, et dont les compétences et aptitudes transmises correspondent aux nécessités des entreprises du marché du travail et leur acquisition est validée par une certification. Donc, ce type de formation n'a que des avantages tant pour le jeune lui-même, pour l'apprenant, que pour l'entreprise. L'avantage pour les apprenants, ils sont clairs, ils entrent en contact direct avec le monde de l'entreprise, ils acquièrent une expérience pratique dans un environnement de travail. Ils apprennent à travailler avec des technologies et savoir-faire adaptés à l'entreprise. Ils acquièrent plus d'assurance grâce à ce processus d'apprentissage en entreprise et leur propre insertion socio-professionnelle est ainsi facilitée dans le monde de l'entreprise. L'avantage des entrepreneurs, des employeurs, c'est qu'ils accueillent des jeunes motivés et forment les collaborateurs de demain et leur enseignent des compétences en adéquation avec les besoins de leur entreprise. Il y a cependant, on l'a vu dans tous nos projets, et Marie-France Durandière de Côte d'Ivoire nous le mentionnait, il y a des prérequis pour que cette formation soit la plus efficace possible. Il faut que les entreprises soient complètement, dès le départ, impliquées dans l'analyse des besoins et le déficit de compétences pour bien cibler les métiers, les compétences, les modules de formation et les profils des apprenants. Et puis, l'implication des entreprises dans l'évaluation de besoins doit également permettre de sélectionner ces entreprises qui recevront les apprenants, d'identifier les tuteurs en entreprise et de finaliser les référentiels des modules de formation. Alors, tu disais, oui, 20 projets sont actuellement mis en œuvre en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale par des consortiums, justement, par des écosystèmes de structures du secteur privé et des centres de formation. Nous en avons, pour ces 20 projets, nous avons 45 partenaires africains et 40 partenaires européens, dans un large éventail de secteurs économiques, notamment l'agro-industrie, l'hôtellerie, la construction, l'électricité, l'énergie solaire,
la logistique portuaire, le textile et l'artisanat. Alors, il est important de souligner que dans le programme Archipelago, la méthodologie adoptée veut assurer la durabilité des activités des projets de la manière suivante. Le programme développe des activités axées sur la demande et où l'appropriation et la responsabilité sont pleinement assumées par les organisations représentatives du secteur privé. Et puis, là aussi, c'est une caractéristique du programme, c'est qu'en facilitant les accords de partenariat à long terme entre les organisations professionnelles africaines et européennes, l'objectif est également celui de rapprocher des territoires et des communautés d'affaires pour des collaborations commerciales, techniques et d'investissement, au-delà évidemment de partager du savoir-faire et des bonnes pratiques. Et puis pour revenir sur le point que j'avais souligné également en guise d'introduction, c'est qu'il est important que les activités de dialogue et partenariat public-privé soient mises en œuvre afin d'améliorer ces écosystèmes de l'enseignement et formation technique et professionnelle dans les pays que nous visons dans ce programme. Merci Paolo. Tu as bien expliqué toutes les données du problème. Je peux apporter un témoignage. C'est que dans le programme Archipelago que nous développons, nous avons dans un secteur économique la formation de 150 jeunes. Nous avons été voir un groupe franco-africain qui travaille dans ce secteur-là, je ne vais pas le nommer, et nous avons parlé à la direction pour expliquer cela. Et à notre grande et heureuse surprise, la direction du groupe a dit « Je vous prends les 150 jeunes en stage. Je vais les prendre. Il ne s'agit pas de les payer des milliers et des cents. Je vais d'abord les prendre en stage et ensuite, peut-être on va les transformer en emploi. Je ne garantis pas non plus évidemment que l'emploi devient un CDI immédiatement. Ça peut être des CDD, ça peut être des remplacements. Mais quand même, ce que l'on cherche, me semble-t-il, c'est d'abord mettre le pied à l'étrier des jeunes à l'emploi, qui connaissent l'entreprise, qui sachent faire un CV, qui savent se vendre et qui savent comment fonctionne et qui sachent comment fonctionne une entreprise. Et donc, la conclusion que j'en ai tirée, c'est qu'il faut se donner du mal et c'est un peu plus compliqué qu'on ne pense pour parler aux entreprises, pour les convaincre que ce que nous faisons est intéressant. Et là, Marie-France Durandière et toi aussi Paolo et Denis et les gens du ministère, nous sommes tous bien placés pour savoir que c'est assez facile de dire il faut dialoguer, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Donc notre travail, je pense, il dépend de deux choses, de mettre en place les structures et l'organisation qui fait qu'il y a des occasions de se parler, et puis deuxièmement, il faut une détermination très forte. Une fois ne suffit pas, il faut répéter 2 fois, 3 fois, 4 fois pour convaincre les gens. Pardon si ça vous paraît un petit peu psychologique comme approche, mais je crois qu'elle est absolument essentielle, autrement ça ne marche pas. Si on fait une approche trop théorique, ça ne marche pas. Voilà. Pardon de cette transition un peu longue, mais ça me permet, merci Paolo, de passer la parole à Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, est-ce que vous êtes là? Je ne le vois pas. Est-ce que le ministère, est-ce que vous pouvez mettre votre micro? Voilà. Oui, le micro est activé. Le ministre n'est pas disponible actuellement et son directeur de cabinet, Sangaré Moustapha, qui est là avec le conseiller technique, Madame Mansila. Très bien. Monsieur le directeur, donc, écoutez, je propose qu'on aille de l'avant sans attendre le ministre parce que le temps passe, nous n'avons plus que 20 minutes de table ronde. Donc, je voudrais j'avais prévu de demander, de poser au ministre 1 ou 2 questions sur le sujet concerné en Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez bien y répondre en 5 minutes maximum de manière à tenir le timing. Et j'aurais voulu savoir quels sont les enjeux de la formation professionnelle pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Quels sont vos enjeux nationaux et quelle est l'importance que vous attachez dans la politique du gouvernement actuel à la formation professionnelle? Est-ce que pour vous c'est un sujet qui doit suivre son cours d'une manière un peu naturelle ou c'est un sujet prioritaire? Et est-ce que vous avez prévu des actions spectaculaires ou pas spectaculaires ou importantes à venir dans les mois ou les trimestres ou les années à venir? Au fond, quelle est la place du sujet, de la problématique de l'enseignement professionnel en Côte d'Ivoire actuellement? Voilà, je vous cède la parole pour 4 ou 5 minutes, monsieur le directeur du cabinet. D'accord, merci beaucoup de nous permettre de participer à cette discussion qui est intéressante et
qui rejoint actuellement les priorités de la Côte d'Ivoire, j'allais le dire, parce que vous êtes sans savoir que le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est un ministère qui est récent. Hein. Il a été créé de façon autonome, je veux dire, depuis le mois d'avril 2021. Et dans la dénomination de ce ministère, on a ajouté en plus de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, on a ajouté le thème de l'apprentissage. C'est-à-dire que le gouvernement de la Côte d'Ivoire a perçu l'importance de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour la Côte d'Ivoire. Et sur la feuille de route, d'ailleurs, du ministre de l'enseignement technique, et il est clairement indiqué que c'est un ordre d'enseignement qui doit prendre le pas dans les années à venir, en tout cas sur l'enseignement général. Et figurez-vous que actuellement, dans tout le dispositif de l'enseignement secondaire en Côte d'Ivoire, les effectifs de l'enseignement technique et professionnel ne représentent actuellement que 5%. Et la mission qui a été confiée donc au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est de faire en sorte que dans les années 2030, cet effectif, ce pourcentage passe de 5 à 15%. Donc, vous voyez bien le défi qui se présente à nous. Et cela dénote aussi de l'importance que le ministère veut donner le gouvernement, veut donner au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous sommes à 5%, on a un effectif d'environ 120 000 élèves, et imaginez ce que ça va être à 15%. Avec la connaissance du développement démographique que nous connaissons en Afrique actuellement. Et les défis sont d'autant plus importants que pour ce système, il va falloir donc trouver des sources de financement, parce que l'enseignement technique est un secteur qui nécessite des investissements en ce qui concerne la réhabilitation des établissements et la mise à disposition de plateaux techniques. Et la discussion de ce jour est très importante, parce que face à cet investissement qui est très important, nous sommes en train de nous poser la question de savoir justement s'il ne faut pas faire évoluer le mode de formation, donc vers des formations qui implique beaucoup plus les entreprises, où on arrive on pourrait justement disposer d'équipements qui sont à la pointe et qui sont utilisés actuellement dans ces entreprises pour lesquelles nous formons les élèves. Ce qui aurait pour conséquence justement de réduire quelque peu les investissements en ce qui concerne le renouvellement des plateaux techniques dans nos établissements. Monsieur le directeur, ce que je note de vos propos, c'est deux choses. D'abord, et je n'en avais pas bien conscience, que le ministère de la formation professionnelle et de l'apprentissage n'a qu'un an d'existence et que c'est un ministère plein depuis cette période-là. C'est dire l'importance de la problématique pour le pays et surtout la volonté politique que ça traduit derrière. En soi, c'est un signe très important. Et puis, la deuxième chose, c'est évidemment les chiffres que vous avez signalés. Je sais que 400 000 jeunes arrivent sur le marché du travail, mais 400 000 jeunes n'ont peut-être pas besoin d'être tous formés en formation professionnelle, mais quand même, vous avez déjà 120 000 places. Et donc, je considère que je vous ai posé la question en vous demandant quels étaient vos enjeux, et vous avez répondu à juste titre que vous avez surtout des défis à relever. C'est plus que des enjeux, c'est des défis. Et je crois que c'est un des sujets totalement clés
de l'Afrique, comme d'ailleurs ça l'est de tous les autres pays du monde, mais compte tenu de la croissance démographique et du niveau quelquefois d'équipement des instituts de formation, c'est un véritable défi que vous avez à surmonter. Il est très compliqué et on ne sera pas de trop tous pour le relever ensemble. Je peux d'ailleurs témoigner que j'ai rencontré le Premier ministre de Côte d'Ivoire à plusieurs reprises sur ces sujets et je peux confirmer à tous les auditeurs que c'est vraiment un objectif politique et probablement le premier objectif politique, la formation des jeunes de la Côte d'Ivoire en ce moment. Et c'est pour ça que je suis très heureux que vous ayez participé à cet entretien, monsieur le directeur. Permettez-moi de retourner vers Denis Deschamps de la CPCCAF pour poser la question suivante, mon cher Denis. Tu es au cœur de la liaison entre les entreprises et les organisations publiques. Et je voulais te demander comment tu vois finalement l'expression de ce dialogue. Marie-France Durandière qui le vit tous les jours, mais nous aussi, Paolo et le directeur de cabinet aussi, nous sommes confrontés à la difficulté en réalité de rendre ce dialogue efficace parce qu'il faut que la motivation soit au même niveau. Comment tu vois les actions à mettre en œuvre pour que le dialogue soit efficace et que les gens soient disponibles? Oui, merci Étienne de me repasser la parole et de me permettre d'intervenir après le ministère de la formation professionnelle. Je trouvais ce que disait le directeur de cabinet était vraiment très intéressant parce qu'on voit que ce que l'on rencontre chaque jour, nous, dans le secteur privé, eh ben, les ministères commencent à s'en rendre compte et qu'il faut aussi pivoter. Il ne faut pas se pivoter d'une logique de formation généraliste pour tous à une logique de formation professionnelle développée pour certains pour que ces certains accèdent à l'emploi. Et en cela, je dis que cette prise de conscience va peut-être faciliter le dialogue que nous pouvons avoir entre structures privées et structures publiques, dans la mesure où les structures publiques vont elles aussi connaître ce que nous connaissons nous quotidiennement, c'est-à-dire l'agilité, la nécessité d'agilité et d'adaptabilité. Je rappelle que l'avantage du secteur privé, c'est que nous mettons en œuvre des choses qui correspondent aux besoins et aux attentes du marché. Le marché de l'emploi et le marché qui est tenu par les entreprises qui favorisent le développement économique. Il ne s'agit pas de former des personnes qui finiront au chômage, mais surtout d'assurer l'employabilité des jeunes et des femmes. C'est pour ça que Archipelago on peut dire qu'Archipelago a fait la preuve de la pertinence de cette démarche. Nous sommes à mi-parcours d'Archipelago, mais il faut pouvoir compléter aujourd'hui cette démarche avec un programme Archipelago 2, avec un accent que l'on pourra mettre plus spécialement sur l'insertion économique des jeunes. On parlait de 200 000 personnes qui sont formées chaque année en Côte d'Ivoire, tous les ans, de 400 000 au Sénégal, et c'est des gens qui doivent pouvoir arriver à trouver un emploi et créer de l'activité, créer de la croissance économique. Et ceci, sachant le contexte démographique africain qui est particulièrement impressionnant et pour ne pas dire inquiétant. Je rappelle qu'en Afrique, et particulièrement en Sahel, il y a à peu près 7 enfants par femme. Donc on est dans un contexte démographique particulièrement inquiétant. Moi, je voudrais dire qu'Archipelago aussi, dans le courant de son exécution, a fait la preuve, la démonstration de son adaptabilité, de son agilité par rapport à une situation que nous avons tous connue et que nous connaissons encore, qui est celle de la pandémie et des problèmes sécuritaires que nous avons pu en rencontrer au Sahel. Et Archipelago par rapport à un programme qui a été monté, imaginé en 2018-2019, nous avons complètement pivoté, si je puis dire, et évolué vers le numérique avec une priorité qui est désormais donnée vers les expertises locales et la formation de formateurs. J'espère que Archipelago pourra se poursuivre dans le cadre d'un Archipelago 2, comme j'ai dit, consacré à l'insertion économique, qui sera aussi plus étendu de manière géographique et également par rapport aux secteurs concernés, et qui pourra être complété par d'autres programmes tels que Erasmus+, dont peut-être Paolo pourra évoquer. Enfin, en un mot, nous sommes
nous pensons que nous sommes pertinents parce que nous venons du secteur privé et pertinents parce que venant du secteur privé, je suis persuadé que le secteur public, les administrations pourront adopter notre mode de fonctionnement et notre mode de pensée pour développer l'employabilité, l'accès des jeunes et des femmes au marché de l'emploi. L'enjeu, merci Denis, l'enjeu c'est de faire travailler les gens ensemble, que les instituts de formation comprennent qu'ils ont intérêt à parler aux entreprises et que les entreprises ne doivent pas avoir un comportement un peu égoïste qui consiste à former les jeunes qu'ils embauchent tout seuls, parce qu'au fond c'est ce qu'elles font en ce moment. Elles me écoutez, ça marche, je continue à faire comme cela, mais à entrer dans une démarche participative où ils vont parler à des instituts avec lesquels ils ne parlaient pas beaucoup. Et c'est deux mondes qui n'ont pas toujours la même culture. Donc nous avons tous, autour de cette table de ronde, le travail de réussir ce changement. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer donc la parole à Marie-France pour te poser une dernière question. Marie-France, il nous reste 9 minutes, et donc on va essayer de tenir à 3. Marie-France, quelle leçon peux-tu tirer des 4 ou 5 ans de l'expérience de RH Excellence Afrique et par exemple, il me vient un point dans les leçons, mais peut-être que tu en as d'autres, il me semble, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut commencer par un état des lieux. Si on ne connaît pas la cartographie des établissements, leur niveau, les bons, les moyens, les mauvais, on ne sait pas orienter notre action. Et on ne sait pas notamment orienter les bons établissements vers les entreprises. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cela ou d'autres choses en termes de leçons? Si tu as une ou deux leçons à tirer, ça nous intéresserait. Alors, je voudrais ici rappeler que RH Excellence Afrique a vraiment, d'accord, c'est une association qui travaille sur un programme, qui a une expertise, mais on a cet ADN du secteur privé puisque nous sommes une émanation du secteur privé. Et l'entreprise est au cœur de nos préoccupations. Comment? Eh bien, parce que déjà, en tout premier lieu, j'ai envie de dire que c'est l'entreprise qui a élaboré notre référentiel d'audit. C'est avec l'ADN de l'entreprise que nous avons élaboré ce qui nous sert de référentiel aujourd'hui. Donc, avec la préoccupation entreprise. Ensuite, c'est l'entreprise qui nous permet, et c'est le contact avec l'entreprise qui nous permet d'analyser les métiers, les filières en tension. Quand on discute avec les chefs d'entreprise et qu'ils nous disent « je n'arrive pas à trouver telle compétence dans tel secteur et pourtant j'envisage d'embaucher X monde à telle échéance », c'est bien là où on mesure réellement les métiers en tension et les filières en tension. L'entreprise participe à notre processus de certification et puis c'est l'entreprise qui va nous dire quels sont les besoins en formation sur les métiers d'aujourd'hui. Donc, on va utiliser cette connaissance pour améliorer les curricula et quels sont les métiers d'avenir, quels sont les besoins en formation sur les métiers d'avenir. Donc, on va identifier les nouvelles compétences et les formations idoines. Fort de tout ça, il nous a été permis de constater en ces 5 ans d'existence que l'entreprise a souvent du mal, en tout cas les acteurs de la formation professionnelle ne se parlent pas assez et l'entreprise souvent n'est pas en capacité de nous dire quel est l'écosystème autour d'elle en termes de formation. Quand vous interrogez une entreprise qui travaille dans un secteur même géographique, elle ne connaît pas ni de près ni de loin les écoles qui sont autour de son métier, de sa filière. Et on trouve ça dommage parce que ce que nous prônons, c'est que l'entreprise rentre dans l'école et que l'école rentre dans l'entreprise. Donc déjà, pour répondre à ta question, Étienne, c'est de dire finalement les acteurs, que ce soit les écoles qui ne connaissent pas leur écosystème d'entreprise autour d'elles. Elles ne savent même pas qui exerce ou à qui elles peuvent offrir leurs compétences, leurs jeunes qui sont formés, que ce soit l'entreprise qui ne connaît pas l'écosystème de la formation professionnelle autour d'elle, et puis finalement même parfois, hein, je le dis, on manque de statistiques, on manque de data autour de ces écoles, de cette offre de formation, en termes de qualité, en termes de quantité. Et donc, c'est là où je dis que pour travailler sur un sujet connu, pour avoir d'abord un environnement connu, nous prônons
la photographie de notre écosystème de formation. Marie-France, je crois que quantitatif et qualitatif. Je crois que tu soulignes là la difficulté de conviction que nous devons faire preuve avec les acteurs et pour les inciter à sortir de leur zone de confort qui est relativement séparée et distincte. Il n'y a pas d'opposition idéologique, mais il n'y a pas d'habitude entre le monde de la formation professionnelle et le monde des entreprises pour parler. C'est ça notre grand enjeu. Et je me tourne maintenant vers Paolo pour lui poser une autre question, un petit peu aussi, au fond, tournée vers la transition que nous vivons. J'ai dit tout à l'heure, et tu l'as dit, Paolo, que pour une des premières fois, Archipelago, c'est l'union entre l'Union européenne, un bailleur public, et le secteur privé par délégation. C'est nouveau. Et nous plaidons beaucoup pour ça. Et je trouve que c'est exactement l'illustration de tout ce qu'on dit depuis 3/4 d'heure. Quelles leçons tires-tu de ça? Et est-ce que, à l'issue de ce premier Archipelago 1, tu peux tirer des leçons positives qui encouragent pour l'avenir et de poursuivre ce mouvement? Voilà, merci Étienne. C'est vrai que Marie-France le sait, nous avons mené des différentes enquêtes auprès des patronats et chambres du programme Archipelago qui mettent en œuvre les projets de formation professionnelle financés par Archipelago. Bon, il en ressort qu'en général, dans les régions de l'Afrique de l'Ouest et centrale, les conditions légales, je dis bien légales, des écosystèmes de formation professionnelle public-privé existent dans la majorité des cas. Mais cela soulève alors plusieurs questions, genre pourquoi la formation professionnelle duale reste-t-elle faible dans les pays en question? Pourquoi l'offre de formation professionnelle ne correspond-elle pas aux besoins des marchés? Pourquoi l'implication du secteur privé n'est-elle pas suffisamment pratiquée? Pourquoi l'insertion des jeunes sur le marché du travail n'est-elle pas aussi efficace que souhaité? Alors, selon les retours faits des porteurs des projets Archipelago, donc des structures patronales et des chambres, on voit que le défi majeur réside dans le financement accessible aux entreprises et le niveau d'équipement des centres de formation. Il semble que malgré l'existence des fonds d'apprentissage nationaux qui sont financés par la taxe d'apprentissage, donc c'est versé par les entreprises, le financement des formations professionnelles reste faible ou difficilement accessible. Ceci alors décourage les entreprises et influence le niveau d'équipement des centres de formation qui est souvent obsolète ou insuffisant pour développer les compétences demandées par les entreprises. Par ailleurs, les informations recueillies à travers les questionnaires, à travers ces enquêtes, suggèrent que le manque de campagnes de sensibilisation auprès des entreprises et auprès des jeunes, le manque de communication sur les bonnes pratiques et un cadre normatif qui n'est pas adapté au vaste secteur informel, parce qu'il faut aussi parler du secteur informel dans cette région, et donc ce secteur informel qui ne peut pas bénéficier des mécanismes de soutien, pose également des obstacles à la diffusion et l'institutionnalisation de la formation professionnelle duale. Alors, pour la durabilité des activités de formation professionnelle et leur financement au niveau national des pays africains, il est important que le secteur privé, via les organisations qui le représentent, telles que, je le répète, mais je crois qu'il faut le répéter, les patronats, les chambres, les fédérations, soient incluses systématiquement dans les organes de gouvernance des fonds nationaux de formation professionnelle et d'apprentissage. Et je répète, ces fonds sont totalement ou partiellement, selon les cas, selon les pays, financés par la taxe d'apprentissage versée par les entreprises. Alors, Étienne, récemment, il y a 1 mois, 2 mois maintenant, en novembre, nous avons organisé au Sénégal une réunion avec tous les fonds nationaux de formation professionnelle d'apprentissage de l'Afrique de l'Ouest, avec la partie privée, donc les patronats. Alors, brièvement, parce qu'on doit prendre l'antenne dans 2 minutes. Voilà. Et là, je voulais revenir sur ce que disait le directeur de cabinet. Il y a eu cette réunion sur les modes alternatifs de financement. Donc, je dirais simplement, et j'en terminerai avec 2 recommandations de cet atelier. C'est renforcer la gouvernance des fonds nationaux pour s'assurer que le secteur privé soit pris en compte. Et puis, pour me relier à ce que disait le directeur de cabinet, voir des partenariats publics différents, alternatifs, au niveau du financement, mais aussi ce qu'il mentionnait, par exemple, c'est de la mise à disposition par des entreprises, à voir, ça se négocie,
des équipements pour faire la formation, des équipements adaptés, les mettre à disposition pour les apprenants quand ils sont dans leur module de formation duale. Merci Paolo de ces conclusions très très claires. Et évidemment, c'est facile pour moi de me tourner maintenant vers Monsieur le directeur de cabinet pour lui demander comment il réagit à tout ça. Et surtout, je suis très heureux de sa présence parce que ça montre quand même que c'est vraiment un jeu à trois, les autorités, les entreprises privées et les instituts de formation. Monsieur le directeur de cabinet, vous avez un mot de conclusion à dire en sachant que j'espère que l'Union européenne ne va pas nous couper la connexion. Il nous reste une minute ou peut-être 90 secondes. À vous la parole. En une minute, j'allais dire que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit aussi. Au niveau de la Côte d'Ivoire, depuis que le ministère est installé, effectivement, nous sommes en train de travailler sur la réforme du Fonds de développement de la formation professionnelle, justement, parce que le défi, c'est le financement du dispositif. Ça, c'est l'un de nos défis aussi. Et le second, c'est le rapprochement avec le patronat et les chambres consulaires à travers la mise en place d'un organe que nous dénommons en Côte d'Ivoire le comité paritaire de pilotage du partenariat en matière de formation professionnelle d'enseignement technique. Je pense que ça fait partie des clés de la réussite et c'est des secteurs que nous devons, justement, des réflexions que nous devons approfondir si nous voulons arriver à l'employabilité de nos diplômés. C'est un thème qui est essentiel que Marie-France a précisé tout à l'heure. Il faut penser employabilité et si on le fait, le rapprochement avec le secteur privé devient une évidence et on y travaille pour y arriver. Voilà en quelques mots. Merci, monsieur le directeur, de ces conclusions très encourageantes. Il faut maintenant rendre l'antenne, comme l'on dit. Je me permettrai de tirer en 3 mots, 3 conclusions de cette table ronde qui a été très intéressante et qui a ouvert des portes. La première, c'est que nous devons travailler avec dans la recherche de la plus grande efficacité, car c'est une course contre la montre, compte tenu du nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. La deuxième, c'est que c'est une œuvre commune que nous devons tous tirer dans le même sens. Et la troisième, c'est que des dispositifs comme Archipelago doivent être renouvelés, multipliés, et puisqu'on est dans un sommet Union européenne-Union africaine, vous me permettrez d'appeler de mes voeux l'arrivée d'un Archipelago 2 qui évidemment préfigurera un Archipelago 3. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Je remercie les auditeurs dont nous ne connaissons pas le nom, mais ils étaient plus largement au-delà de 100 ou 150 inscrits. Donc je vous salue tous et je vous souhaite une bonne poursuite des travaux dans ce sommet et à très bientôt, notamment à la closing session qui a lieu jeudi à 16h ou 17h plutôt, heure de Bruxelles, qui tirera les conclusions de ce sommet. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie tous les participants. Au revoir. Merci beaucoup, Étienne. Au revoir.